Je suis Philippe Siès et je vais vous présenter donc un petit peu quels sont les derniers résultats de ce groupe qui s'appelle le Global Carbon Project, qui regroupe pas moins d'une 150 scientifiques dans différents instituts de recherche et donc qui a bénéficié d'un soutien important en fait du programme Climate Change de la fondation BNP Paribas, principalement pour la mise en ligne des données sur les émissions. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on analyse tous les termes qui permettent d'expliquer l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère chaque année pour l'année précédente. Donc on est en 2016, et donc je vais vous parler de l'année 2015. Pourquoi se focaliser sur la compréhension de l'augmentation du CO2? Simplement parce que, d'une part, elle est liée aux activités humaines, et c'est la principale cause du changement climatique. Alors en 2015, le CO2 a dépassé pour la première fois dans pratiquement toutes les stations du monde, on a plusieurs stations dans l'atmosphère, la valeur un petit peu seuil de 400 parties par million dans l'atmosphère. Et en même temps, l'année 2015 a été aussi une année particulièrement chaude. Ça fait 7 années en fait consécutives où la température de l'année suivante est toujours plus forte que celle de l'année précédente. Un réchauffement particulièrement élevé en 2015 à cause en fait du développement d'un phénomène climatique qui s'appelle El Niño, qui conduit à des valeurs plus chaudes et aussi plus de sécheresse, notamment sur les régions tropicales. Et alors, si on ne regarde pas l'augmentation du CO2, mais en fait la vitesse à laquelle le CO2 augmente, donc vous prenez votre augmentation de concentration et vous calculez en fait la différence de CO2 entre chaque année, entre par exemple le 1er janvier et le 31 décembre. On appelle ça le taux de croissance de CO2. Et alors, on mesure le CO2 depuis le début des années 60. Donc, on peut regarder la vitesse d'accumulation dans l'air depuis 1960 jusqu'en 2016. Et comme les émissions de carbone fossile est liée à l'usage des sols, la déforestation augmente au fil du temps, la vitesse à laquelle le CO2 augmente dans l'atmosphère s'accroît aussi. On a une accélération, si vous voulez, du CO2 dans l'atmosphère. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2015, en fait, on a atteint en fait, un record pour le taux d'accumulation du CO2. Les années records sont en général associées donc, à l'arrivée ou la présence de ces événements El Niño qui conduisent à la fois à une perte en quelque sorte d'absorption par la végétation. Et alors, notre laboratoire, on fait des mesures sur le long terme dans un îlot qui s'appelle l'île d'Amsterdam, qui se trouve à 40 degrés sud, donc entre l'île de la Réunion et le continent antarctique. Si vous voulez y aller, il faut rester 6 mois, hein, puisqu'il n'y a pas d'aéroport. Il faut y aller par un bateau depuis la Réunion. Et puis après, il y a des gens qui hivernent ou qui passent uniquement les campagnes d'été, qui font marcher des instruments depuis 1981. Et la spirale que vous voyez se dérouler sur l'écran, en fait, c'est donc l'augmentation chaque mois de l'année du CO2 qui a dépassé les 400 ppm en 2016. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que l'île d'Amsterdam, en fait, c'est la station du monde où le CO2 est en général le plus faible. Donc quand on a dépassé 400 ppm à l'île d'Amsterdam, ça veut dire qu'il est dépassé pratiquement partout. Et à la station la plus longue qu'on a, qui est la station de Mauna Loa, si vous regardez l'évolution du CO2 entre janvier et décembre, il y a un cycle saisonnier, il y a un petit peu moins de CO2 en été qu'en hiver, on comprend bien pourquoi, c'est lié à l'activité saisonnière de la végétation. Donc normalement en été 2015, on était encore un petit peu sous la barre des 400 ppm. En été 2016, donc même au minimum de saisonnier du CO2, on est toujours au-dessus cette année. Et alors, pour information, comme on a un pic de pollution à Paris, vous pouvez vous demander, mais alors quand la pollution est très forte, il y a aussi des émissions de CO2 hein, par les voitures et le chauffage urbain, et jusqu'à combien peut monter le CO2 à Paris? Donc la ligne bleue, c'est l'île d'Amsterdam, c'est très plat, hein, il y a 400 ppm. Et donc la semaine dernière, puisque c'est des données qui vont jusqu'à hier, sur un instrument de mesure qui était installé sur le toit de la Cité des Sciences à la Villette, en fait, je crois qu'on a mesuré la plus forte valeur qu'on avait jamais vue, ce qui est entre 700 et 800 parties par million. Bon. C'est forcément quand il y a des polluants qui s'accumulent dans une atmosphère qui est mal mélangée, ben on voit aussi une très forte augmentation locale du CO2. Alors, faire le bilan de
globale du CO2, c'est d'abord connaître la valeur des émissions, principalement celles liées à l'utilisation du carbone fossile, mais aussi celles liées au changement d'usage des sols, on pourrait dire la déforestation, et aussi la fraction qui est reprise par l'océan et par la végétation, puisque c'est la somme de ces flux entrant et sortant de l'atmosphère qui détermine en fait, je dirais, le forçage, la vitesse du changement climatique. Alors pour commencer sur les émissions, les données qu'on utilise sont basées en fait sur des statistiques énergétiques qui proviennent soit de compagnies liées à l'énergie comme BP, soit d'États. Il y a des États qui mettent à jour chaque année leur consommation de fuel, pas tous, donc on est obligé aussi de faire un travail d'interpolation, voire d'extrapolation. Et donc en 2015, les émissions de CO2 fossiles sont restées relativement stables, ce qui est un petit peu une première, puisqu'elles avaient augmenté à un taux de l'ordre de 3% par an pendant la décennie précédente. Et depuis 3 ans, on a en fait un ralentissement de la croissance et aussi une relative stabilisation. La question, évidemment, c'est de savoir si cette stabilisation est, je veux dire, un effet conjectural ou si elle va se poursuivre, si c'est déjà un effet, je dirais, de début de transition énergétique. C'est une question très importante. Pour en savoir plus, il faut savoir de quoi est fait le changement d'émissions entre 2014 et 2015. Alors, on peut le regarder par pays, par unité de PIB, par type de fuel. Et on voit qu'en fait, cette relative stagnation des émissions, en fait, c'est lié à une diminution de l'utilisation du charbon et en même temps une augmentation de l'utilisation du pétrole et du gaz qui explique la relative stabilité entre les valeurs en 2014 au total, qui sont en milliards de tonnes de CO2 par an, et les valeurs en 2015. Est-ce que c'est lié au prix bas du pétrole en 2015 ou à une action, vraiment une transition en cours de substitution du charbon par du gaz ou du pétrole? Et alors, si vous regardez la courbe d'évolution de l'utilisation de ces fuels, hein, qui se transforment en CO2, 99% des fuels sont transformés en CO2, on voit que c'est vraiment en fait le charbon qui accuse en fait, qui commence à accuser une stagnation, voire une légère diminution en 2015. Les précédentes diminutions sont liées en fait à des chocs économiques, hein, utilisation de moins d'énergie. Si vous regardez la consommation énergétique par type de fuel, en incluant aussi des énergies renouvelables, on voit en fait aussi cette diminution ou stagnation d'utilisation du charbon. Par contre, une continuité hein, dans l'utilisation, dans la croissance de l'utilisation de l'énergie à base du pétrole, du charbon, et aussi, c'est peut-être ça qui est le plus spectaculaire, une croissance très forte, même si on part de très bas, hein, pour les énergies renouvelables. Alors je crois que ça c'est en énergie consommée. Pour l'énergie primaire, les chiffres sont à peu près similaires, avec une croissance de l'ordre de 15% par an. Donc on peut aussi penser que c'est l'augmentation des énergies renouvelables qui conduit à une stagnation, voire une diminution de la production d'énergie, principalement d'électricité à partir de charbon. Alors, si on regarde maintenant les choses par pays, comme vous avez sûrement lu dans les journaux, c'est les pays, je dirais, en voie de développement, en particulier la Chine, qui, à partir des années 2005, sont devenus les plus grands émetteurs. La Chine reste aujourd'hui le plus fort émetteur en termes de bloc économique, de pays. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on assiste entre 2015 et 2014 à une légère baisse, à une légère stagnation des émissions, alors qu'on a quand même une croissance économique qui n'est peut-être pas aussi forte que les prévisions, mais qui est quand même réelle. Aux États-Unis, une diminution tendancielle, en fait, qui représente une action de substitution, hein, d'utilisation plutôt du gaz naturel, notamment le gaz de schiste, en place du charbon. Et en Europe, alors qu'on avait une diminution depuis à peu près 15 ans, ben, on a une légère augmentation qui est liée à une réutilisation du gaz, voire du charbon en Allemagne. Et ce qui est aussi frappant, en fait, c'est que l'Inde, qui était loin derrière, je dirais, les grandes puissances économiques en termes d'émissions de CO2, est en train de rattraper les émissions de l'Union européenne avec un taux de croissance de ces émissions en Inde qui est très important, hein, de l'ordre de 5% par an. Alors une autre façon de voir le monde des émissions, et toutes les données hein, sont disponibles sur le Global Carbon Atlas, vous pouvez comparer différents pays en Europe, différentes régions, différents fuels, c'est de diviser en fait la quantité de CO2 fossile émise par le nombre d'habitants. Ça vous donne une espèce d'indicateur en quelque sorte de combien chaque habitant est énergivore et comment cette énergie se traduit en termes d'émissions de CO2. Donc des taux d'émissions par habitant sans surprise très élevés aux États-Unis, mais qui diminuent, et une très forte augmentation en Chine avec une diminution en Europe.
l'augmentation des émissions par habitant en Chine, vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, en moyenne, par habitant, c'est quand même assez stupéfiant, les taux d'émissions sont supérieurs à ceux des Européens. C'est principalement lié, en fait, au phénomène d'urbanisation, c'est-à-dire qu'en Chine, il y a peut-être la plus grande migration du monde qui se déroule actuellement, c'est-à-dire des gens qui vivent à la campagne, qui vont dans les villes, qui atteignent, je dirais, un niveau de consommation énergétique, un niveau de vie plus élevé, et donc très rapidement, leur taux d'émission et surtout le mix énergétique que ces gens utilisent, ces nouveaux migrants en quelque sorte, conduit à une très forte augmentation des émissions. L'autre terme important de l'action de l'homme sur les émissions de CO2, donc, en haut vous avez les émissions fossiles qui aujourd'hui sont dominantes, et le terme en marron, c'est les émissions liées en fait à l'utilisation des sols, principalement pour l'agriculture, principalement liées à la déforestation. Alors, dans la première moitié du XXe siècle, que vous ne voyez pas, les émissions liées à la déforestation, les pertes de carbone et de biomasse qui sont décomposées et émises en CO2, étaient plus importantes, faisaient jeu égal avec les émissions fossiles. Aujourd'hui, on est à moins de 10% pour ces émissions. Et surtout, pendant la décennie des années 2000, elles ont été plus faibles que pendant les décennies précédentes, principalement liées en fait à une politique plus dure du gouvernement brésilien pour réduire en fait l'utilisation un petit peu sauvage des forêts, des espaces naturels en Amazonie. Et en 2015, ces émissions de déforestation, elles étaient bizarrement plus élevées qu'en 2014. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on compte, lorsqu'on fait ces synthèses, qui sont basées sur des compilations de statistiques agricoles, mais aussi des données d'observation de la Terre, notamment des satellites qui permettent de très bien suivre les surfaces de chaque type d'écosystème qui change au fil du temps. En fait, à chaque fois que vous avez un climat relativement sec dans une région du monde qui est un peu spéciale, qui est en fait l'Indonésie, aussi la Nouvelle-Guinée, eh bien, pendant ces épisodes secs, ces El Niño, notamment en 98, mais aussi en 2015, vous avez en fait un surplus de perte de carbone qui est lié à un processus un petit peu spécial qu'on trouve que dans cette région du globe, qui sont des feux sur de la tourbe. Alors la tourbe, je ne sais pas si vous avez vu de la tourbe en Irlande, normalement il y en a dans les pays du Nord, hein, ça peut être jusqu'à 10 mètres de matière organique, et cette matière organique est maintenue parce que tout est plein d'eau. Hein, simplement, lorsqu'on assèche ces tourbes, ici des tourbes tropicales, eh ben, ça peut brûler, et comme c'est pratiquement à 95% du carbone, c'est comme du charbon, hein, ça va brûler. Ça peut brûler pendant des mois, et c'est ce qui s'est passé, un événement de très forte amplitude en 98, et aussi en 2015. On voit pas très bien sur la photo, mais vous avez en fait je veux dire, un champ qui est cultivé sur de la tourbe, qui est en train de brûler. C'est des combustions relativement lentes. Donc on peut se demander quelle est la contribution finalement de cet événement particulier sur l'augmentation des émissions. Et bizarrement, on trouve beaucoup de forêts tropicales qui poussent sur des tourbes en Indonésie, à Sumatra, à Bornéo principalement, et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais pas beaucoup dans les autres régions tropicales, pas beaucoup en Afrique et pas beaucoup en Amazonie non plus. Voilà. Alors le bilan de carbone global entre la décennie 2006-2015, c'est principalement des émissions fossiles, un petit peu pour de déforestation, et à peu près la moitié des émissions s'accumulent dans l'atmosphère, c'est-à-dire donne un taux de croissance du CO2 dans l'atmosphère. L'autre moitié est réabsorbée à peu près à part égale pendant la dernière décennie entre l'océan et les continents. Par contre, si vous regardez en 2015, ben, vous avez d'abord un petit peu plus, en comparant les deux, je ne sais pas si j'arrive à bien le faire, voilà, hop, un peu plus d'émissions liées à ces feux, probablement en Indonésie, et surtout un puits continental, une absorption continentale, qui est beaucoup plus faible. Donc un puits océanique en 2015 qui est plus fort que celui de la dernière décennie, ça c'est à peu près normal, quand le CO2 augmente, l'absorption du CO2 par l'océan tend à augmenter. Une absorption par les continents qui est plus faible que la moyenne, et une émission de déforestation, on va dire, qui est un petit peu plus forte que les années précédentes, probablement à cause des feux indonésiens. Donc on peut se poser des questions de savoir pourquoi 2015 est une année spéciale. D'abord, c'est une année spéciale parce que le taux de croissance du CO2, comme je l'avais montré au début, est le plus élevé qu'on ait jamais observé dans l'atmosphère. Et donc,
si le taux de croissance est élevé et que les émissions sont relativement stables, ça veut dire qu'on a un affaiblissement, en fait, de la capacité de notre planète, l'océan et les continents, à absorber les émissions. Et donc la question, c'est de savoir pourquoi, en 2015, notre planète a été plus faible, en quelque sorte, en termes de capacité d'absorption des émissions. Une chose qui est assez frappante, c'est que le taux de croissance du CO2, donc c'est la courbe rouge, des fois le CO2 s'accumule très vite dans l'atmosphère, comme en 2015, en 98. En fait, c'est assez bien corrélé avec la variabilité donc, de l'indice El Niño, qui est en fait un mode de variabilité un petit peu global. Et la perte, si vous voulez, d'efficacité planétaire pour absorber du carbone en 2015, on a estimé que c'était de l'ordre de 1,5 milliard de tonnes. Autrement dit, notre planète était 1,5 milliard de tonnes plus faible dans sa capacité d'absorption des émissions que les années précédentes. Alors, bon, on peut penser au méga-feu en Indonésie. On a publié une étude, en fait, où on a essayé d'estimer à partir de données spatiales de monoxyde de carbone. Vous voyez ici l'anomalie de monoxyde de carbone vue par un satellite qui s'appelle MOPIT. On a une grosse tache rouge qui représente la quantité de CO qui est émise, qui est un produit de combustion par les feux dans cette région du globe. Et en fait, contrairement à 1997, on a trouvé que, oui, il y avait un peu plus d'émissions de CO et donc de CO2 par les feux, mais ces feux n'expliquaient qu'un tiers, en fait, de cette baisse d'absorption. On ne pouvait pas expliquer 100% de cette faiblesse de l'absorption en 2015 uniquement par des feux de tourbe ou des feux de forêt en Indonésie. Alors on s'est posé la question de savoir si c'était un effet de sécheresse en Amazonie, parce que en 2015, si vous regardez, c'est des cartes d'anomalie de température pour tous les El Niño précédents. Donc vous avez celui de 82 en octobre, novembre, décembre, celui de 97 qui était très fort, et celui qui est au moins aussi fort de 2015. Alors, quand il y a un El Niño, normalement la température de l'océan est plus élevée. Donc on voit ces bandes rouges dans l'océan Est-Pacifique, on comprend assez bien pourquoi. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder en fait la température, l'anomalie de température sur l'Amazonie. Autant en 82 ou en 97, c'était prononcé mais pas énorme. Autant en fait en 2015, on a un pic de température ou une anomalie positive de température complètement anormale, même par rapport aux El Niño précédents. Et donc, on est en train d'analyser l'effet de ces températures anormales et de cette sécheresse anormale, notamment sur les régions tropicales, en particulier sur l'Amazonie, sur l'affaiblissement de ces puits de CO2. Fort heureusement, le gros El Niño est en train de passer, il est même déjà passé. Là, vous avez le pic de l'indice El Niño pas pourquoi le pointeur ne marche pas, de 2015 sur la droite. Et on est en train, en fait c'est terminé, on est en train de rentrer dans une période La Niña qui a le mérite d'être plus froide et aussi plus humide. Donc en même temps, en 2015, on a une planète qui baisse sa capacité d'absorption des émissions de manière significative, probablement dans les tropiques. Et ce qu'on a trouvé un peu paradoxal, c'est que si on regarde l'activité de la végétation planétaire, notamment avec des indices de végétation, c'est-à-dire finalement la couleur, l'intensité de la couleur verte de la végétation, qu'on suit depuis une trentaine d'années avec différents systèmes d'observation spatiale, paradoxalement, alors que c'est une année faible pour l'absorption du CO2, 2015, c'est l'année la plus verte qu'on a jamais observée, notamment dans l'hémisphère nord. On aurait envie de faire un lien simple en disant si notre planète verdit, normalement sa capacité d'absorption du CO2 devrait augmenter. Eh bien, ce n'est pas le cas. Donc les analyses préliminaires que nous avons faites de ce paradoxe, pourquoi c'est beaucoup plus vert que d'habitude et en même temps ça absorbe moins de carbone, ça suggère en fait que lorsque vous avez un printemps très vert, effectivement au printemps vous avez une absorption de CO2 plus forte. Simplement, imaginez par exemple des arbres décidus ou des herbacées. Ce que vous gagnez au printemps, vous le perdez à l'automne. Et donc vous avez une décomposition finalement de la matière organique produite au printemps qui compense pratiquement votre gain. Donc vous avez un gain rapide suivi d'une perte rapide dans la même année. Et ce n'est pas ça qui permet d'expliquer une absorption plus forte. Bon, il y a plusieurs travaux qui sont en cours là-dedans. Pour conclure, un petit peu comme c'était le titre de la conférence, où on en est donc de la trajectoire des émissions par rapport à des objectifs climatiques. Alors,
aujourd'hui, jusqu'à à peu près 2014, on était en train de suivre une trajectoire d'émissions qui nous conduit en fait à un réchauffement global, planétaire, très important, bien au-delà des objectifs de Paris, de l'ordre de 3 degrés à 5 degrés. Si on veut faire l'objectif de 2 degrés, on voit qu'il faudrait que les émissions se stabilisent dans peu de temps, dans la décennie actuelle, et ensuite, et ça c'est vraiment très important, qu'elles diminuent pendant tout le siècle prochain. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre ensuite de les augmenter. Si on regarde la trajectoire dans laquelle finalement les gouvernements se sont engagés après l'accord de Paris, on voit qu'il y a des progrès à faire, puisque si on suit les NDC, donc les communications nationales des efforts finalement de projection d'émissions jusqu'en 2030, on est parti pour un réchauffement de l'ordre de 2,8 à 3 degrés. On n'est pas sur 2 degrés, mais on s'écarte déjà d'un climat plus élevé que 3 degrés. Donc finalement, c'est relativement simple. On peut présenter un objectif de réchauffement climatique, on peut le traduire en termes de quotas de carbone à émettre, parce que le dernier rapport de l'IPCC, du GIEC, a montré qu'il y a une très bonne linéarité entre, je dirais, le réchauffement qu'on veut avoir et la quantité cumulée totale de carbone qu'on va mettre dans l'atmosphère, en incluant bien sûr l'action des puits de carbone, et en espérant qu'ils vont continuer à absorber globalement la moitié des émissions. Enfin, l'incertitude sur les puits de carbone est inclus dans ce calcul. Donc si on veut faire 1,5 degré qui est mentionné dans l'accord de Paris, ça veut dire un quota d'à peu près 2,2 trilliards de tonnes de CO2. Si on veut rester à moins de 2 degrés, avec une certaine probabilité de l'ordre de 60%, là, on peut aller jusqu'à 2,9. Mais ces 2,2 et ces 2,9, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est depuis le début de la révolution industrielle, depuis 1750. Aujourd'hui, on a déjà à peu près émis 2,2. Donc ça vous montre bien que l'objectif de 1,5 degré, à moins d'arrêter pratiquement d'émettre aujourd'hui, c'est un objectif qui est inscrit comme un best effort dans l'accord de Paris, mais honnêtement, je ne vois pas du tout comment, à moins d'une transition sociétale et énergétique majeure dans les 3 prochaines années, c'est un objectif qui peut être atteint. Ça revient encore à émettre 4 ans au rythme actuel, et après à s'arrêter, tout le monde doit s'arrêter instantanément. 2 degrés, on voit que ce n'est pas facile, puisque aujourd'hui, sur les intentions des pays, on part plutôt sur du 3 degrés, il y a vraiment un effort significatif à faire, et on voit qu'on a à peu près un quart de tout ce qui a été émis qui reste à faire, et ça, si on ne fait rien, c'est 20 ans d'émissions, mais bon, on a quand même la possibilité de rester dans cette, je dirais, cette enveloppe qui nous permet de respecter un climat à 2 degrés. La mauvaise nouvelle là derrière, c'est que si on compare cette quantité totale qu'on doit émettre ou qu'on peut émettre pour observer ou respecter un certain objectif climatique, on peut dire oui, c'est limité parce qu'il n'y a pas assez de réserves, mais malheureusement, en fait, les réserves de carbone fossile sont entre 5 et 25 fois plus grandes que l'amplitude du secteur rouge sur le camembert. Ça veut dire que si on veut, évidemment, on peut faire 4, 5, 6 degrés rien qu'en utilisant du carbone fossile. Ce n'est pas ce qui manque malheureusement dans l'écorce terrestre. Donc en conclusion, est-ce qu'on peut rester en dessous de 2 degrés avec, je dirais, les taux d'émission et les systèmes énergétiques actuels? La réponse est malheureusement non, il faut être réaliste. Maintenant, technologiquement, la réponse est oui, c'est-à-dire qu'on peut arriver à fournir de l'énergie pour chaque personne de la planète sans ou en émettant moins de CO2, mais ça représente un effort significatif qui fera appel, je pense, à une transformation sociétale relativement radicale. Nous, scientifiques, on peut évidemment mesurer chaque année les émissions, l'impact des puits de carbone, mais ça sera à la fin, finalement, la société, les dirigeants de la société aussi, qui devront prendre des décisions importantes dans les années à venir. Et ce qui est un petit peu différent entre l'accord de Paris et celui de Copenhague, c'est qu'à Copenhague, c'était un système un petit peu top-down, où on essayait de se mettre d'accord, on n'a pas réussi, sur des quotas que chaque pays devait respecter. Là, c'est un petit peu différent, puisqu'on part sur un système bottom-up, où chacun déclare ses efforts, et lorsqu'on n'est pas sur l'objectif global, on va essayer collectivement d'améliorer les efforts. Et ça a le mérite, en fait, d'associer à des objectifs climatiques non seulement, je dirais, la puissance publique, les gouvernements, mais aussi toute la société civile et le secteur privé.
Et donc là, je pense que le secteur privé, en particulier le secteur d'investissement bancaire, a un véritable rôle à jouer pour rendre possible cette transition climatique. Ce qui est important aussi, ça je n'avais pas de planche pour le mentionner, c'est que ces déclarations, ces objectifs climatiques que tous les pays ont commencé à proposer, ils vont que jusqu'en 2030. Et vous avez bien vu que si on veut faire 2 degrés, en fait, il faut un plan de décarbonisation jusqu'en 2100. Et le risque, c'est qu'avec des objectifs de court terme, on va mettre du capital sur la table pour faire quelque chose, par exemple passer du charbon au gaz, comme ont proposé les États-Unis et la Chine, et on risque de se retrouver, en ayant investi du capital pour faire, par exemple, du charbon vers gaz, bloqué, puisque, bah oui, on aura beaucoup de centrales à gaz, mais ensuite, pour faire le reste du chemin à partir de 2030 jusqu'en 2100, où là, il faut vraiment amener les émissions à zéro, on n'aura finalement peut-être pas misé sur les bonnes sources d'énergie qui nous permettront de continuer la décarbonisation après 2025. Voilà, je vous remercie pour votre attention.